Donc on va démarrer cette conférence, le premier sujet du nouveau chez les rançonneurs. Vous le savez, les rançongiciels et les groupes qui sont derrière restent la menace numéro 1 aujourd'hui qui vise les organisations privées comme publiques. Et on est dans le difficile exercice avec Xavier en 10 minutes de tirer les grandes conclusions de tout ce qu'on a vu sur 2022. Alors, pour commencer, on avait quand même le sentiment que l'année partait bien. Vous en souvenez peut-être, on est en janvier, le 14 janvier, et on apprend l'arrestation du groupe Revil, qui est un des groupes les plus célèbres, malheureusement, de rançongiciel, arrêté manu militari, comme vous pouvez le voir sur cette photo en Russie. Et cette arrestation a permis aussi de montrer finalement comment fonctionnaient ces groupes et les gains financiers que pouvaient générer ces groupes. Vous apprécierez également la photo des petites piles de billets qu'on voit ici lors des saisies lors de cette arrestation. Et il y avait un point positif, c'est que cette arrestation, venant de la Russie, réalisée sur son sol, avait envoyé aussi un message à l'ensemble des communautés de rançonneurs pour dire que la période de l'impunité était peut-être un peu finie et on voyait sur les différents forums de cybercriminels des inquiétudes. Bon, malheureusement, cette bonne nouvelle, elle a vécu assez rapidement. On a vu arriver aussi le conflit russo-ukrainien qui a arrêté cette coopération qui avait commencé l'année précédente entre les États-Unis, la Russie et d'autres pays pour aller attaquer cette menace. Et ça a un peu moins bien continué. Et je vais laisser Xavier vous dresser la suite du panorama. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer le panorama. J'ai pas pu m'empêcher de faire un panorama sur l'ensemble des sociétés autour du monde qui ont eu affaire à des ransomware. Donc le premier que je vais citer, ça va être un petit peu proche de nous, c'est-à-dire un petit peu les sociétés françaises, donc comme Thales, qui a été rançonné par Logbit, avec des vols de données, mais pas de rançon, juste une menace. Également, après, la Poste Mobile, si vous vous rappelez bien, ont été obligés, je dirais, de fermer leur site client, leur portail, pour justement essayer de réparer les dégâts. Et malheureusement, l'exfiltration de plus de 300 000 contacts clients qui, par la suite, vont pouvoir être fichés avec, avec des communications un petit peu plus personnalisées par les attaquants. Également un peu de Damar avec Hive, avec des activités un petit peu restreintes, commerciales, et également Intersport, où là, c'est un peu les franchisés du Nord qui ont eu cette attaque avec la mise en place de caisses de paiement manuelles et impossibilité d'utiliser leur carte, je dirais, de fidélité et carte cadeau. Bien évidemment, les outils majeurs restent à petit peu près les mêmes. Là, vous voyez un petit peu un panorama de l'ENISA qui rappelle que Conti, Logbit sont toujours les principaux ransomware as a service qui sont utilisés. Les groupes continuent de disparaître, de réémerger. Leur code est souvent réutilisé, volé, repackagé. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. On ne sait pas trop comment ces groupes interagissent. Quel est leur business model. Mais tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne très bien. Également, où se positionne la France? Où se positionne la France? La France se positionne en 3e position. Bon, le petit cadre rouge, désolé, il y a une petite coquille. Donc c'est bien la France qui est positionnée en 3e. Derrière les Américains et derrière l'Allemagne. Bon, c'est une analyse faite un petit peu par l'ENISA sur 623 cas publics donnés. Et effectivement, il peut y avoir notamment l'Union européenne, les USA et le UK. Donc ça reste assez contraint, mais ça donne un peu la dimension, je dirais, des ransomware as a service. Et alors, dans ce déluge de cas, on s'est posé aussi la question de, finalement, qu'est-ce qu'on pouvait en retirer, quelles étaient des choses un petit peu particulières sur l'année dernière. Et on voulait vous parler de Toyota. Toyota qui a vécu une année finalement très difficile face au ransomware, mais sans même être, eux, victimes de ransomware. Et c'est vraiment ça qui est marquant dans cette affaire, c'est que le 28 février de l'année dernière, Toyota annonce l'arrêt de 14 sites de production.
et il le lie très rapidement à une cyberattaque. Mais pas une cyberattaque qui les a touchés eux, une cyberattaque qui a touché un de leurs principaux fournisseurs, qui s'appelait Kojima Industries Corporation, qui fabrique des pièces en particulier en plastique, des composants électroniques, et qui, de par le lien extrêmement fort dans la chaîne de production de Toyota, son arrêt à lui a entraîné par rebond finalement un arrêt très rapide de Toyota qui a perdu 5% de production ce mois-ci. Ça, vous allez me dire, c'est un cas parmi d'autres, mais la problématique, c'est que le 10 mars, eh bien, c'est un autre fournisseur de Toyota, Denso, qui est même une ancienne filiale de Toyota, qui lui-même est touché. Par une attaque ransomware également, cette fois-ci par le groupe Pandora, qui en plus d'interrompre l'activité, vole 14 Tera de données, avec beaucoup de documents confidentiels appartenant à Toyota. Et il y a une crainte finalement d'un espèce d'emballement sur les filières de fournisseurs de l'automobile en disant là on est déjà à 2, qu'est-ce qui va se passer après, etc. D'autant plus que le 18 mars, on continue, et là c'est Bridgestone, que vous connaissez pour leurs pneus en particulier, communique lui aussi sur une cyberattaque. Cette fois-ci, c'est également un ransomware, mais par Logbit, qui entraîne l'arrêt des usines, et pendant près d'une semaine, la production est complètement bloquée, les employés sont renvoyés chez eux. Et donc vous imaginez bien que Bridgestone fournit aussi des pièces à Toyota. Et donc là, on est vraiment dans cette succession finalement d'attaques qui par rebond ont touché un grand groupe qui lui-même n'a pas été directement victime d'un ransomware. Je fais une petite anecdote parce que Toyota Australie, lui, a eu une cyberattaque, un vol de données, tout ce qu'il y a de plus classique en octobre. Mais bon, on voit bien qu'une grande entreprise peut finalement souffrir par rebond des attaques sur l'ensemble de son écosystème. Et c'était la première fois en 2022 qu'on avait cette succession d'événements. Alors, Toyota, c'est intéressant, avait bien pensé sa résilience, historiquement. Ils avaient depuis, vous en souvenez, les tremblements de terre, qui avaient créé une base de données qui s'avait appelée Rescue, dans laquelle ils ont identifié tous leurs fournisseurs. Tous les risques liés aux fournisseurs. Ils ont cartographié 650 000 sites de production. La problématique, c'est qu'à première vue, dans cette base, il n'y avait pas l'impact cyber qui était pris en compte. Et donc, c'est certainement une chose qu'ils vont construire dans les années suivantes, c'est d'arriver à amener de la résilience dans leur chaîne de fournisseurs, même face aux risques numériques qu'on connaît bien aujourd'hui. Bien évidemment, dans ce panorama, on ne peut pas oublier, je dirais, la cible des hôpitaux qui sont toujours dans le viseur, je dirais, des attaquants. Effectivement, ils préparent toujours des attaques sur les hôpitaux parce que c'est une cible qui est intéressante pour ces attaquants d'ensemble où les données de santé, les données restent sensibles, peuvent être facilement exposées ou revendues dans le dark web. Et cela dit, ça, c'est toujours un petit peu problématique. Ah, ouais. Donc quelques cas emblématiques comme l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui a fait un peu le feu de l'actualité pendant quelques semaines, l'hôpital André Manigot aussi dans la tourmente, mais aussi de bonnes nouvelles. Comme l'établissement de santé de Nice et celui d'Argenteuil qui ont réussi, je dirais, à contourner et déjouer les attaquants, ce qui peut être aussi une très très bonne nouvelle pour eux. Donc, bien évidemment, toujours au grand étonnement, notamment Guillaume Popard nous avait exposé son grand étonnement et un petit peu son désarroi face aux attaques des hôpitaux lors d'une réunion qui s'était tenue ici au Clusif, dans l'espace RSSI, mais je dirais que les hôpitaux restent quand même la majeure cible. Bonne nouvelle, l'État a concédé quand même 20 millions à l'ANSSI afin de pouvoir l'aider à renforcer les systèmes de sécurité et du système d'information des hôpitaux. Je dois évoquer également les régions et les communes, pareil avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. Certaines communes ont eu beaucoup de mal à remonter la pente, mais d'autres, comme celle de Redon, a réussi, grâce à, je dirais, aux services informatiques, à essayer de bien contourner les attaques avec leurs propres moyens.
Et où ça va en finir, je te laisse. Alors où est-ce que ça va en finir? Je vais vous parler du dernier cas qu'on va voir dans cette partie pour rassurer Loïc sur le timing, qui est certainement le cas le plus emblématique et le cas qui a été le plus loin dans ce qu'on a vu lié à une attaque ransomware. C'est l'attaque qui a touché le Costa Rica, avec une chronologie, vous allez le voir, qui est assez incroyable. On se positionne le 17 avril. On est un jour avant la fin de la déclaration des impôts, et là, le groupe Conti lance une attaque ransomware et bloque le ministère des Finances, le ministre aussi par la même occasion, et donc arrête le processus de collecte des impôts. Mais il ne s'arrête pas là, parce que le 19 avril, 2 jours plus tard, c'est le ministère des Sciences et des Télécommunications et l'Institut de météorologie qui est bloqué également par la même attaque, par le même groupe. Et là, Conti met un petit peu d'huile sur le feu. Il dit écoutez, on teste une bêta version d'une cyberattaque globale visant à arrêter un État. Vous imaginez la manière dont le message peut être pris. On peut croire à un moment à quelque part même à une blague, un peu à quelque chose où ça s'emballe. Mais le problème, c'est qu'ils ont continué à mettre leurs menaces à exécution. On est le 20 avril. Ils attaquent cette fois-ci le Fonds de la Sécurité sociale. Le 21 avril, le ministère du Travail qui tombe également en intégralité. Là, le président, nouvellement nommé, on était dans la fin des élections présidentielles, déclare l'état d'urgence. L'état d'urgence pour une attaque cyber, ça n'avait jamais été vu auparavant et ça montre jusqu'où ça peut aller. L'état d'urgence, c'est même pas quelque chose qui a fait peur à Conti, parce que le 23 avril, là cette fois-ci, ils attaquent les services de délivrance de l'électricité dans une des villes du Costa Rica. Donc on monte encore finalement dans la tension, c'est le cas de le dire. Ensuite, le 26 avril, une université. Et on arrive même au 2 mai à continuer, cette fois-ci, que des tentatives sur le ministère de la Justice et sur la loterie nationale, avec les fonds qui, vous le savez, peuvent être manipulés dans ces structures-là. Alors ça ne s'est pas tout à fait arrêté là pour le Costa Rica, parce que Hive, un autre groupe de ransomware, avait décidé le 31 mai de continuer à attaquer en se disant essayons de se mettre dans la lignée finalement de Conti. Donc là, vous voyez où est-ce qu'on en est. On en est quand même à un pays où le président, et là c'est une déclaration officielle du président, dit on ne sait pas où on en est, on ne sait pas qui a payé les impôts, on ne sait pas où on en est dans l'exécution du budget, on paye des salaires mais on n'est même pas sûr qu'on paye les bons, il y a certainement des gens qu'on ne paye pas assez. Voilà, ça c'est quand même le président qui le dit à la télé. Et pendant ce temps-là, Conti, dans sa communication clairement sans peur, dit écoutez, votre pays a été détruit juste par 2 personnes. Bon, n'hésitez pas à payer la rançon pour que ça s'arrête. Voilà. Et ça va même assez loin, parce qu'ils ont appelé, dans le dernier message que vous voyez en bas à droite, à renverser le gouvernement. Et ça a généré aussi des manifestations dans le pays. Alors ce qui est dingue, c'est que quelque part, tout s'est arrêté d'un seul coup. Et cette attaque s'est stoppée d'un seul coup, et on va voir pourquoi dans la partie suivante. Voilà, pour cette histoire absolument incroyable, on verra quelle en sera la suite.